Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous. Nous sommes toujours heureux de vous retrouver dans le cadre de ce programme que nous démarrons par une question. Quelle solution durable pour nos ouvrages? Entendez par là nos routes, l'assainissement et nos bâtiments. Beaucoup d'ouvrages implantés dans le pays sont souvent mal conçus ou mal réalisés. Constat des ingénieurs civils et des architectes. Constat réel car partout dans le pays, des édifices publics flambant neufs se fissurent avant leur réception, des infrastructures routières ou hydrauliques se dégradent avant 12 mois d'usage. Des dysfonctionnements sont souvent constatés aussi au niveau des ouvrages de voirie urbaine. Et pourtant, ces travaux d'intérêt public sont censés avoir été réalisés sous la supervision des ingénieurs ou des bureaux de contrôle. Pourquoi cette situation? Les études techniques sont-elles vraiment faites au préalable? Sinon, l'exécution des ouvrages respecte-t-elle vraiment les règles de l'art? Quelle solution durable à ce problème qui impacte réellement l'économie nationale? Autant de questions qui auront des réponses dans cette émission grâce à nos invités. Ils sont au nombre de 3. Je me tourne vers la gauche où se trouve M. Roger Boriata Jassingar. Il est architecte urbaniste. Oui, merci. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci beaucoup, M. Zoutani. Voilà. Juste à sa gauche se trouve M. Senossi Amat Senossi. Lui, il est le président de l'Ordre national des architectes. Merci aussi d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci également à vous. Merci. Et à ma droite, M. Zoumki Ouzane, il est le président de l'Ordre national des ingénieurs civils. Merci aussi d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci beaucoup. Alors, une question pour planter le décor. Pouvez-vous nous situer succinctement sur les différents domaines d'ouvrage? Parce que quand on parle des ouvrages, c'est un peu vague. Est-ce que vous, en tant que technicien du domaine, je commence par vous, douanier Roger, c'est quoi quand on parle des ouvrages? Quels sont les différents domaines qui concernent cet aspect-là? Oui, vous-même, vous l'avez si bien dit dans votre introduction, il y a des ouvrages bâtis. On peut parler donc des ouvrages routiers, dans le cadre donc, des routes. Vous avez des ouvrages dits hydrauliques. Ça peut concerner des projets d'aménagement hydraulique, des barrages, etc. Il y a les bâtis qui sont, par exemple, les édifices publics, les bâtiments de l'administration. Les ouvrages peuvent être aussi privés. Les ouvrages industriels, quand il s'agit d'industrie. Des ouvrages de franchissement, quand il s'agit des ponts, etc. Donc, un ouvrage, c'est en fait une réalisation destinée à. Oui, voilà, la présentation est complète des domaines, les différents domaines. Vous avez besoin de compléter, M. Sonissi? Oui, je pense tout d'abord que le thème qui concerne, c'est des équipements et des infrastructures et des ouvrages à usage public et d'intérêt national. La préoccupation est que l'État met les moyens. Il faut que les ouvrages durent le maximum possible parce qu'on est un pays enclavé, un pays si vaste, avec une population qui n'est pas aussi nombreuse, mais éparpillée. Donc, le choix de ces ouvrages, les choix de leur durée, les choix également d'investissement prioritaire et également d'un ordre très prioritaire en termes au niveau du gouvernement, au niveau aussi des contributions de la population pour que ces ouvrages également durent. Donc, une fois conçus pour une durée, parce que tout ouvrage a une durée. Et comme vous savez, dans nos milieux, c'est que la durée d'un ouvrage, qu'en anticipant sur cette question, elle est jusqu'à ce qu'elle tombe, alors qu'ailleurs, elle a une assurance bien définie, avec une limite de temps bien définie qui lui permettent, même si les personnes sont à l'intérieur, par exemple, d'un bâtiment ou d'un usage d'un pont, on doit stopper et les détruire et pour ouvrir encore une nouvelle période de vie de cet ouvrage. Donc tout ce qui peut permettre à usage collectif, on le considère dans ces cadres. Merci. Voilà, je pense que nous allons avancer avec vous, M. Zoumki. Ces ouvrages, le constat que vous avez fait, c'est que ça ne dure pas.
est-ce qu'il y a eu un travail d'analyse, un travail que je peux dire d'étude au préalable avant l'exécution? Bien, merci beaucoup. En complément de nos amis architectes, il faut reconnaître qu'il manque beaucoup plus du côté planification de ces ouvrages-là. Parce qu'au vu de nos constats, on se rend compte que sur le terrain, on se lève un bon matin, réalisez-moi un ouvrage A, un ouvrage B, un ouvrage C, à tel lieu et tel type, qui ne répond presque pas aux réalités et à la demande. Et qui fait la planification? C'est le ministère public. Ça dépend maintenant de quel ministère en a besoin. Si on et prend, quand, par exemple, quand la planification est faite, elle est soumise à votre appréciation. Est-ce que vos avis sont pris en compte? Lorsque la planification est arrêtée, nous prenons par exemple le cas de l'éducation, au ministère de l'Éducation, il y a ce qu'on appelle la carte scolaire. Oui. La carte scolaire, c'est à partir de ces données-là que le ministère commence par programmer ou construire une école dans tel ou tel lieu. Vous comprenez un peu? Mais ce n'est pas arrivé dans un milieu, quelque part, on se dit ici, il nous faut une école. Alors qu'au fond, au niveau du ministère, ça n'a pas été planifié, mais pour des raisons ou d'une autre, il faut réaliser cet ouvrage là où il faut. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Lorsque vous arrivez, par exemple, dans une ville comme le nôtre, comme N'Djamena, on vous dira, on a besoin de bitumer des tronçons de voirie urbaine. On ne prend pas en compte cette planification-là. Quelquefois, des interventions de gauche à droite font qu'on dit la rue qui commence de tel point A à tel point B, il faut la bitumer. Or, cette rue se retrouve d'un point isolé, qui n'est pas rattaché à une route déjà bitumée, mais peut-être pour faire plaire aux uns et aux autres, on se dit cette rue doit être bitumée. Ça, c'est un autre cas. L'autre volet est qu'on attribue des marchés sans prendre en compte les exigences du marché public. On dit, bon, on attribue, un jeune bureau vient d'être créé, on met le bureau sur le terrain, et puis, bon, le monsieur, il a de l'expérience ou pas, il a du personnel ou non, on le met sur le terrain. Et mais le cas que vous voyez, c'est dysfonctionnement de ces ouvrages-là. Quand on prend les ouvrages, par exemple, comme les ouvrages d'assainissement, en prenant le volet collecteur d'eau, par exemple, on se dit qu'il faut assainir peut-être tout un arrondissement ou bien un quartier, mais vous allez voir des tronçons de caniveaux qui flottent d'un point à un autre, qui ne se relient pas. Mais où évacuer les eaux? On n'en sait pas. Le caniveau peut collecter les eaux. Mais il faut quand même fabriquer, construire le caniveau. On construit le caniveau, mais qui ne fonctionne pas. Ouais. C'est de l'argent jeté. Pour nous autres, on trouve que vraiment c'est de l'argent jeté. Et comment cet ouvrage va durer? Mais est-ce que, je me tourne vers vous, il a posé 2 ou 3 problèmes. D'abord, le problème de la planification, qu'il faut se le donner. Il y a aussi le problème d'attribution de ces marchés à des personnes qui n'ont pas les compétences requises. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous, au niveau dans votre domaine d'architecte, est-ce que vous faites face au même problème? Vous faites le même constat? Monsieur Roger? Oui, on fait le même constat. Et je dirais même pire. Je suis vraiment soulagé et très ravi que mon collègue ingénieur, M. Zoumki, que je connais depuis plus d'un quart de siècle, puisse évoquer le cas. Ça vient renforcer ce que je dis tout seul à chaque fois que j'ai une occasion. La planification. Il n'y a pas de planification dans ce pays-là. Et là, je dis vraiment merci, chers collègues. Merci, Zoumki. Parce que je me sens maintenant reconforté que je ne suis plus seul et qu'il y a des techniciens qui ont les mêmes préoccupations. Mais dès l'instant où il n'y a pas de planification, c'est de la navigation à vue. L'ouvrage ne peut pas être durable. Il y a une sorte de navigation à vue. Ouais. Et dans la navigation à vue, on ne peut pas être sûr de ce qu'on fait. Ce qu'on fait ne peut pas être durable. Et le concept même de durabilité doit être quelque chose qui vient d'abord de l'esprit, donc de la tête. Est-ce que nous voulons vraiment quelque chose de durable? Est-ce que nous voulons nous-mêmes, est-ce qu'on aime notre pays? Est-ce que nous aimons ce que nous faisons? Est-ce que
C'est ça qui construit d'abord la durabilité dans la tête. Puisque nous vivons une situation d'éphémère. Tout ce que nous devons faire, c'est éphémère. C'est comme si on est seulement de passage. À ce moment, tout ce que nous faisons va être également éphémère et ça ne sera pas aussi durable. Donc nous manquons de planification. Une planification de la politique nationale même. Oui. Elle est où? Il a sorti un mot clé. La planification. La planification. Rien que ça, nous allons parler même du matin jusqu'au soir. Parce que tant qu'on n'a pas réglé le problème de la planification, ce n'est même pas du tout question de parler de la durabilité d'un ouvrage. Et l'attribution aussi à des Et l'attribution aussi. Puisque nous n'avons pas de planification, donc nous allons mal attribuer aussi. Nous n'avons pas de planification, donc nous allons mal exécuter les études. Nous allons mal exécuter le suivi. Ça va être comment dirais-je, tout ce que nous allons faire, c'est léger. Parce que la planification veut dire quoi? J'ai réfléchi, je sais ce que je veux, comme il le disait tout à l'heure. Avec les cartes scolaires, on sait qu'on a besoin de 1000 salles de classe, mais les 1000 salles de classe, on a besoin de ça sur 10 ans ou sur 5 ans. Nous allons commencer année 1, année 2, année 3, année 5, on va finir. Et ça, c'est une planification. Mais si on dit 1000 et on ne sait pas quand est-ce qu'on va évacuer les 1000, ce n'est plus aussi une planification. Et il y a une chose, dans la planification, il y a également le concept de l'aménagement du territoire. Et quand on parle de la décentralisation, ça suit toujours aussi la planification. Prenez par exemple les caniveaux qui sont faits dans les années 1960 et 60 quelques, ici à Argiomal et autres. Ces caniveaux ont une profondeur de 2 mètres. C'est construit avec des briques cuites. C'est encore opérationnel. Si vous voulez construire des caniveaux jusqu'à Moursal, il faudrait, comme il l'a si bien dit, continuer la logique. Et ça va ramasser les eaux de Moursal. Venir donc dans ces caniveaux. Et vous avez un lien entre ces caniveaux pour l'évacuation vers le fleuve. Lui, il a fait un travail il y a une vingtaine d'années avec des bureaux extérieurs sur l'assainissement de la ville. Où sont ces études-là? Ouais. C'est resté dans les oubliettes. Il ne peut pas en parler parce que ça le concerne. Mais moi, je sais, puisque nous sommes tous des bureaux d'études, nous savons qui a fait quoi et qui peut faire quoi. Oui. Monsieur le Président national, Monsieur le Président de l'Ordre national des architectes, vous vous impatientez. Vous devez réagir également sur la même question, le problème de planification, le problème d'attribution des marchés qui fausse les données. Tout d'abord, pour moi, c'est que le premier élément, c'est que la vision de nos plus hautes autorités pour nous amener vers où? Une projection à long terme nous amènera le plus loin possible. Ainsi, les ouvrages vont durer autant possible. Parce qu'actuellement, la vision d'une ville, ça se projette en moyenne sur 2 éléments. Un demi-siècle à 1 siècle. Prenons l'exemple de Dubaï. Dubaï n'est pas réalisé, n'est pas fait pour 10 ans, pour 5 ans. Donc, ainsi, tout ce qu'on va mettre comme action doit suivre cette vision. Donc, en termes avant d'arriver au niveau d'attribution, il faut prendre le temps pour faire des études sérieuses, des études détaillées. Une étude détaillée veut dire quoi? Qu'on ne construit pas seulement les écoles qui sont en béton. On peut construire dans des zones rocheuses en pierre, comme ce qui se fait avec certaines ONG, avec les matériaux maximum disponibles. Imaginez-vous avec le changement climatique. Si on veut que ça dure et on se retrouve qu'on n'a pas assez de moyens, on veut construire le plus longtemps possible, donc il faut refléter son environnement. Les collines ont combien de siècles? On ne sait même pas. Leur nombre est tellement... C'est-à-dire que ça ne s'expire pas, malgré les soleils, les intempéries. Donc si on veut que nos ouvrages durent, on doit s'inspirer de l'environnement. Et ce qu'on voit aussi dans d'autres pays. C'est comme Singapour, quand on voit New York, on voit partout. Si on veut construire quelque chose, on doit avoir le plus longtemps possible en termes de vision. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, une étude approfondie, ça permettra d'avoir tous ces documents bien détaillés et spécifiques. Troisièmement, en termes d'attribution, on n'attribue pas à n'importe qui pour faire n'importe quoi. Et le résultat part de lui-même. Donc, on doit avoir des catégories d'entreprises. Imaginez-vous en arrière, où sont Sacogène? Ils ont disparu. Possible, ça peut être aussi mal gouvernance ou mal gestion de l'entreprise. Vous avez aussi la TTIP. La TTIP, c'était une structure de la Banque mondiale pour encourager l'employabilité en grand nombre de la main-d'œuvre. Est-ce que cette agence n'était pas utile? Non, d'une grande utilité, mais par la suite, je pense que l'expertise de la Banque mondiale a conclu que
le cas du Tchad n'a pas servi pour qu'on puisse prolonger. Parce qu'il y a Africa Type qui est au niveau de Cotonou, il y a dans beaucoup nombre de pays, mais on peut s'inspirer d'avoir une nouvelle agence d'exécution des travaux publics pour permettre un peu d'aller vers cette vision à haute main-d'œuvre d'intensité. Mais pour nous, et que si on catégorise nos entreprises, parce que, comme vous voyez au niveau du football, il y a catégorie A, catégorie B, catégorie C. Celui qui est au C, il veut jouer A, il y a un problème. Comme il vient de dire, un bureau de titre qui vient de sortir, il doit avoir les références, il doit avoir l'expertise. Pas seulement qu'on ouvre, on puisse avoir le maximum ou bien une entreprise qu'elle vient racler sans référence. Et sans référence, ça reflète directement la durée de l'ouvrage. Ouais. Elle est automatiquement, il n'y a pas à s'imaginer. Imaginez-vous certaines écoles qui sont là, il n'y a aucune étanchéité. Et tu sens même leur durée, je pense qu'à mon avis, au niveau du gouvernement, on doit prolonger même la réception provisoire et la réception définitive. En termes de durée, comme on le fait au niveau de l'assurance, la garantie décennale. Si on pousse les gens à une garantie décennale, ils deviennent comme l'assurance, ils auront peur. Soit tu fais du sérieux pour exister sur le marché, soit tu quittes. Mais quand on part vers un an avec une réception définitive après un an, les gens font de n'importe quoi. Ils savent qu'après 12 mois, il n'est pas intéressé. Alors que nous, architectes, même après 10 ans, on peut t'interpeller, même après 20 ans, parce qu'on sait que l'ouvrage appartient à tel architecte. Donc, pour nous, la durée de l'ouvrage égare le sérieux de celui qui va exécuter et aussi la catégorisation. Actuellement, vous amenez Sogea Satom, elle est à catégorie A, elle ne va pas jouer aux catégories C. Mais maintenant, la durée de l'ouvrage, c'est aussi la vision du décideur, les choix des études et les choix des acteurs qui vont réaliser pour que l'ouvrage dure le maximum et enfin la contribution de la population pour protéger et accompagner parce qu'entre 5% à 3%, il faut un moyen d'entretien. C'est comme le siège de l'ANAMA. Si on n'a pas un moyen d'entretien, on dit que c'est fini, on n'a pas fini. Ouais. On doit avoir aussi la durée de cet ouvrage. Elle va durer combien de temps? Donc plus on s'occupe d'elle, plus elle va durer le plus longtemps possible. Vous avez cité quelques exemples, M. Roger a cité quelques exemples, les anciens caniveaux de N'Djamena et les nouveaux. La comparaison a été faite très rapidement. Et nous avons, N'Djamena par exemple est menacé pratiquement chaque année par les inondations. Nous avons les ouvrages, la construction des digues au niveau des berges. Est-ce qu'aujourd'hui, ça obéit? On peut penser que les étapes ont été suivies. Est-ce que les études ont été faites? Les travaux se déroulent selon les règles de l'art? Bien, merci beaucoup. Disons que pour compléter, avant de revenir à la question, il y a aussi ce que nous appelons les usurpations de titres. Il y en a beaucoup. Vous avez trouvé un monsieur qui a déjà son petit ordinateur avec des logiciels. Il va te dire il vous dira que je suis architecte. Alors qu'au fond, il n'a même pas fait l'école d'architecture. Ça, ça appartient à l'ordre des architectes de le dire. Je reviens encore de notre côté, au niveau de l'ordre des ingénieurs. On est en train de mettre sur pied ces dispositifs pour lutter contre ces usurpateurs de titres. Ça, c'est un des volets parce que... C'est dans tous les métiers. Hein, oui, bon, nous avons des GIRI également, les journalistes d'intervention rapide. On est en train de prendre comment on appelle, des audiences avec des autorités. On a pu être reçu au niveau de la primature pour pouvoir mettre sur pied le dispositif au niveau du marché public pour permettre à ce que le décret d'application de la loi 004 qui nous lie soit appliqué au niveau de l'ordre de marché public. Comment l'appliquer? Oui, cette loi peut garantir quoi? Garantir la construction, n'est-ce pas? Et dans ces lois-là, tel par exemple l'édifice de l'ONAMA, comme disait tout à l'heure l'architecte, l'entreprise qui a réalisé les travaux a un engagement décennal. Pour avoir l'engagement décennal, en fin de chantier, il y a ce que nous appelons la mission de contrôle technique. Oui. Et cette mission de contrôle, c'est grâce à son rapport que l'assurance peut accepter, que l'assureur peut accepter, assurer le bâtiment. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, faites le tour de la ville. Parlons seulement de la ville, parce que très souvent, la plus grande partie, nous oublions ce que 1 284 000 km², on revient tout le temps à N'Djamena. Non, oui. Faisons le tour de N'Djamena. Quel est ce bâtiment administratif qui, dans les descriptifs du marché, est inscrit un engagement décennal? Je n'en rencontre presque pas. Alors qu'il y a un décret, que je ne me rappelle plus du nom, qui exige
que chaque entrepreneur doit fournir cet engagement décennal. Et qui dit engagement décennal dit la mise sur pied un bureau de contrôle technique, mais différent des bureaux d'études. Vous comprenez un peu? Chacun vient jouer son rôle. Il y a plusieurs types de phases de mission, mission L, mission S, mission E. Chacun intervient pour pouvoir garantir la mise en œuvre de ces ouvrages-là. Mais présentement, il n'y en a pas. Ce qui fait que l'entrepreneur se sent libre de faire ce qu'elle veut, autant pour moi. N'est-ce pas? Oui, avec l'aide de l'ingénieur. Non, quelquefois, ils vous recrutent, excusez-moi le terme, un débrouillard à l'angle d'une rue. Il va dire que c'est mon ingénieur. Parce que le monsieur, il connaît ferrailler un peu, il connaît coffrer. Mais demandez-lui comment faire tel type de disposition, des dispositions constructives. Il ne connaît pas, n'est-ce pas? Il ne peut pas résoudre le problème. Ça, c'est un autre volet. On n'arrive pas à réaliser ce qu'on veut. Tout à l'heure, le collègue parlait de l'ATTIP. Ça fait partie des résolutions du dialogue national inclusif. C'est l'agence tchadienne d'exécution des travaux. Tchadienne d'exécution des travaux d'intérêt public. Parce que nous, on a participé au dialogue national, parmi lesquels les résolutions ont pris en compte la création des agences d'exécution des travaux d'intérêt public. Ça fait partie de nos propositions pour pouvoir absorber la main-d'œuvre, pour pouvoir limiter ce qu'on appelle les vagues de l'exode rural, parce que dans chaque entité, il y aura des travaux, tous ces éléments-là. Tout à l'heure, on parlait également du code de marché public. Vous voyez un peu? La résolution l'une des résolutions du dialogue national avait demandé la rélecture du code de marché public. Un décret a circulé. Pour le réadapter au nouveau contexte. Aux nouvelles réalités. Tout à fait. Un comité a été mis sur pied. L'Ordre national des ingénieurs, et je pense que même l'Ordre des architectes, ont été invités à participer à cet atelier. Les documents sont sortis. Force est de constater que l'édition de 2023 du Code des marchés publics, celle qui m'a été remise, c'est celle de 2020. Alors je ne comprends plus, je ne comprends pas. On n'arrive pas à comprendre. Parce que là, dans le nouveau code, les dispositions du décret par rapport à l'organisation de l'Ordre des architectes, le décret 16-12 de la création de l'Ordre des ingénieurs, il figure bel et bien dans ce principe qui devrait nous permettre, aux autorités de bien faire les travaux. Le Tchad est très vaste. On se résume très souvent en N'Djamena. N'Djamena est situé dans un terrain quasiment plat. Les architectes, les urbanistes sont là, peut-être qu'ils pourront me dire le contraire. Tout à l'heure, il me disait, il y a 20 ans, j'ai participé à une étude d'assainissement de la ville. On a fait un schéma directeur d'assainissement avec un bureau canadien. Ça nous a pris 5 ans, au temps de ATTIP. ATTIP étant le maître d'œuvre délégué, le maître d'ouvrage c'était la mairie. Je salue ici de passage les anciens responsables de la mairie parce qu'ils ont beaucoup lutté pour que ce projet ait lieu. Comment le projet a été monté? J'ai tous les schémas. Il suffit de faire une mise à jour. Je vous assure, il suffit de faire une mise à jour. On aurait soulagé une bonne partie de la ville qui couvre une superficie de 32 000 hectares. Ça veut dire que ça prend toute la zone du nord-est de la voie de contournement. Bon, comme on est en N'Djamena, on se limite seulement à N'Djamena. Mais sinon, toutes les villes du Tchad souffrent énormément de problèmes d'assainissement. Presque toutes les villes. Surtout en période de remontée d'eau, en machin. Mais le problème de la digue, c'est un problème très, très urgent qui a interpellé les autres autorités de l'État. Ils nous ont demandé de réaliser ces ouvrages-là. Est-ce qu'à cause de l'urgence, la planification a été quand même faite? Je pense qu'il doit y avoir peut-être une planification sous réserve que je retrouve les documents. Mais c'était une urgence parce que l'année passée, la population, il faut reconnaître que la population du 9e est traumatisée par ces problèmes d'eau. Ça, je reconnais parce que je travaille sur la zone. La population est traumatisée, mais ils ne veulent pas avoir une seule petite erreur sur la mise en œuvre de ces ouvrages-là. Mais je leur demande un peu de patience. L'ouvrage n'est pas encore fini. Nous sommes encore en travaux. Ils auront le résultat à la réception. Okay. Alors, est-ce que vous avez une observation à faire? C'est encore peut-être la même situation qu'on va retrouver pour le cas des caniveaux qui sont construits
nouvellement et qu'ils n'arrivent plus à conserver de l'eau, à faire drainer de l'eau comme il se doit. Ils sont débordés. Puisque nous sommes en N'Djamena, on ne se résume pas à N'Djamena, mais on finit avec le cas de N'Djamena. Vous qui avez contribué, il y a de cela plusieurs années déjà. Oui. Vous avez parlé d'Atetip. Atetip est un programme de la Banque mondiale. Oui, comme M. Sounissi oui, voilà. dit. Et si on avait intégré Atetip dans la planification du développement urbain, on n'aurait pas perdu Atetip. On a perdu Atetip pour une question de 72 ou 75 millions seulement, qui n'est rien que l'argent de poche de certaines personnes. Et voilà qu'un vaste programme qui devrait résoudre la situation de la ville, nous la perdons. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait combien? Ça fait 24 ans, bientôt. Et nous n'avançons pas dans la recherche de l'amélioration du cadre de vie de l'urbain. J'insiste sur la question de la planification, parce qu'ailleurs, outre Atetip, il existe ce qu'on appelle des agences. Il y a, par exemple, des agences d'exécution des travaux urbains, ou bien d'assainissement. Parce que les ministères seuls ne peuvent pas. Les ministères sont là pour faire asseoir la volonté du gouvernement, c'est-à-dire mettre en place une politique, mettre en place les moyens qu'il faut pour obtenir un résultat. Mais quand nous, bureaux d'études ou entreprises, nous travaillons directement avec les ministères, les résultats, personne ne peut les contrôler. On va toujours arriver à des choses sans tête ni queue, etc. Donc il faut copier les autres. Notre problème, c'est quoi? C'est que nous ne savons pas bien imiter les gens au Tchad. Regardons, allons, faisons des voyages d'études un peu partout. Nous allons voir que nous sommes en retard. Les autres travaillent maintenant autrement. Il faut, pour aider la ville, il faut une agence, par exemple, de développement urbain ou bien une agence, par exemple, d'assainissement urbain. Oui. Au Bénin, par exemple, il y a une quinzaine d'années, on était là-bas, mais eux, c'est un département d'État. Puisque nous aimons bien les ministères d'État, mais c'est un département d'État qui est en charge de la planification, de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Il y a une cohérence là. Vous voyez? Alors, dans la planification, vous allez voir que l'aménagement n'est pas là. Mais lui, il planifie quoi? Sur quelle assiette? Et celui qui est chargé de décentraliser, il décentralise comment? Sur quelle base? Il n'a même pas un bout de plan pour savoir comment il doit décentraliser. Vous voyez? Comment c'est incongru. Oui. Et celui qui dit qu'il fait de la... comment dirais-je? Qu'il déconcentre, ou je ne sais pas, qu'il fait des infrastructures. Il le fait comme ça au pif, puisqu'il n'a même pas une cartographie de ces infrastructures-là. Oui. Et dans toutes ces situations que nous décrivons, quelle est réellement la responsabilité des architectes? Tout d'abord, pour moi, c'est que nos souhaits ou bien nos préoccupations et les préoccupations du gouvernement restent comment améliorer le quotidien des gens, là où ils vivent. Actuellement, de là où vous habitez, comment vous allez arriver au travail facilement, conduire vos enfants à l'école aussi sans accident. Durant le week-end, vous serez dans des conditions où vous pouvez prendre de l'air. On revient un peu à ces occupations d'espaces anarchiques hyper occupés, que vous le constatez récemment. Les architectes sont là, c'est pour traduire la vision de nos plus hautes autorités en termes de vision de la ville. C'est comme je prends l'exemple toujours de ces pays qui, de rien, ils sont arrivés à un niveau tellement élevé. L'exemple top, Singapour, l'exemple récemment, Rwanda, Kigali. Une ville propre, par exemple, Madame la maire, sa préoccupation doit être comment rendre N'Djamena ville propre. Deuxièmement, comment avec la chaleur avoir assez d'espace d'oxygénation, d'espace vert. À mon avis, 20 à 40% de ces espaces que l'État veut récupérer, on peut les rendre en parc d'oxygène de la ville. Ça permettra de donner un lieu d'espace pour les jeunes, pour les adultes, et également un peu d'oxygène. Imaginez-vous 40-45 à l'ombre, les gens n'ont que la tension, n'ont que la pression. Donc les architectes, on a assez proposé, on continue à proposer et on va encore proposer. Vous faites souvent ces propositions qui restent lettres mortes? Je peux dire pas totalement, parce que je me suis dit que dans la ville, on doit avoir des énergies positives, vibrantes et positive thinking. Lors du dialogue, comme il le disait, on avait exposé les Tchad dont nous rêvons.
Il était là avec nous, Vision 2030. Pour eux, pour beaucoup de gens, 2030 maintenant, c'est rien du tout. On doit penser directement maintenant à 2050. Ouais. Parce que 2030, c'est déjà arrivé. Oui, donc, demain. si actuellement, comme le confrère Zoumki le disait, le monde rural va continuer encore à venir en N'Djamena, le maximum, je le dirais, ça c'est les données des Nations Unies. Parce que c'est en N'Djamena qui attire. Et ça va continuer à attirer. Donc il faut qu'on se prépare pour accueillir tous ces mondes. En les accueillant, ce n'est pas seulement un hébergement. Il faut qu'on leur fournisse du travail. Pour que le résultat de leur travail, ils les renvoient en milieu rural. Pour avoir un pied dans le domaine sylvo-agro-pastoral. Secondo, il faut qu'on sécurise la ville en ayant des zones accessibles. Pour que les policiers ne vont pas perdre 90% de leur temps à pourchasser des voleurs. Alors que si on occupe la jeunesse, ils ne seront pas occupés. Troisièmement, la profession d'architecte, comme on le voit, on est à peu près 130 architectes, disponibles et volontaires, comme on l'avait fait il n'y a pas longtemps. On avait signé une convention avec les délégués du gouvernement pour envoyer chaque architecte au niveau de chaque arrondissement, ne serait-ce qu'au niveau de N'Djamena, pour permettre à réfléchir. Donc, on est là pour passer à l'action. L'action est que c'est quoi? Comment améliorer les conditions, l'infrastructure, les cadres de vie, les ouvrages dans les villes secondaires et les villes principales. Prenons récemment le projet qui est en cours, le canal des Jardiniers. Quand vous le voyez, ce qu'ils sont en train d'aménager, ça va transformer l'aménagement de la zone. Malheureusement, on a répété les mêmes choses. Encore faire un caniveau à ciel ouvert. En N'Djamena, on doit bannir ça. Oui. Avec notre culture sociale, on ne peut jamais avoir encore des canaux ouverts. C'est un lieu de moustiques. C'est un lieu qui va attirer les gens à mettre toute la poubelle. Et finalement, au lieu que ça soit un lieu ailleurs où on va élever le poisson et voir l'eau et s'amuser avec, ça deviendra un lieu par excellence de production de moustiques. Et déjà, les moustiques nous envahissent dans nos maisons et on produit encore des lieux de reproduction. Alors que l'intention initiale n'est pas pour ça. Donc, on peut encore rattraper. Donc, cela veut dire que ces travaux sont exécutés sans l'avis d'un architecte? Pour moi, et que c'est quoi? Ils sont à 7 milliards 800, presque 8 milliards de travaux, mais ils peuvent se rattraper à fermer, ne serait-ce que ces canaux, même si ce n'est pas avec des outils lourds, ne serait-ce que trouver une formule et on peut les accompagner. Ils ont un bureau d'études qui a une grande expérience, mais les laisser ouverts et on l'inaugure, pour moi, c'est une insulte pour la capitale. Monsieur Zoumki, le fameux canal, vous avez des observations à faire par rapport à l'exécution des travaux? Bien, mais comme dit le président Senoussi, vous savez, notre ville, comme dit, est source de beaucoup de choses. Le canal est fait, et tout ça, je le mets dans l'optique où le nationalisme chez nous n'existe pas. Parce qu'on veut beaucoup plus travailler avec l'extérieur, alors que les compétences locales existent bel et bien. Ces ouvrages que vous voyez un peu partout, nos confrères, ingénieurs, parce qu'il y en a plusieurs dans le domaine, les hydrologues, les hydrauliciens. Mais est-ce que le code de marché ne prévoit pas, par exemple, le quota ou c'est là où je vous disais tantôt que les gens ne veulent pas utiliser, ne veulent pas appliquer le décret d'application de la loi 004, parce que dans ce décret, tout est défini là. Un expatrié arrive pour travailler au pays et est obligé de s'associer avec un national. Ouais. Maintenant, la négociation entre les deux, c'est interne. Mais néanmoins, il y a une fourchette qui est définie dans le décret. Quitte à maintenant, en interne. Mais lorsque l'expatrié arrive, quelquefois, il ne vient même pas sur le terrain. Parce que le TIC est tellement développé, on peut voir même là où vous habitez, on dit, bon, c'est là où il habite, il faut lui positionner un petit toilette à l'angle là, et puis bon, c'est tout, il vous envoie le document, c'est ce qui se passe presque. Le nationalisme n'existe presque pas. Alors le canal, les travaux se poursuivent? Les travaux se poursuivent. Il ne sera pas fermé? Non, mais c'est par rapport au cahier de charge, parce que l'entrepreneur ne peut pas exécuter l'ouvrage sans qu'il y ait un élément de base. Donc, il ne fait que suivre ce qu'on lui a donné comme document à réaliser. Elle ne peut pas de lui-même, l'entreprise ne peut pas d'elle-même se mettre à fermer l'ouvrage. Non. Elle a un cahier de charge suivi par un bureau ayant à la tête le maître d'ouvrage qui est le propriétaire de l'ouvrage, ça veut dire la mairie.
Il faut que l'idée vienne peut-être de la mairie afin que revoir encore les négociations, ça deviendra trop long. Oui, Monsieur le Président, vous êtes donc le président de l'Ordre national des ingénieurs civils. Comment vous pouvez expliquer que la compétence nationale soit délaissée au profit d'une compétence extérieure qui ne maîtrise d'ailleurs pas la réalité? Ça, c'est exactement les mêmes questions que nous nous posons. Est-ce que vous avez eu à en débattre, à discuter au sein de votre organisation et surtout voir également avec le ministère des tutelles? On en débat toujours. Mais lorsque nous introduisons une demande d'audience auprès de ces autorités-là, ils nous qualifient de syndicats presque. Parce que c'est lorsque vous les rencontrez et quand vous commencez par leur exposer l'objet de votre visite, vous sentez en la personne qu'enfin, il s'est trompé d'idée. Nous ne sommes pas des syndicats, non. Nous cherchons plutôt à organiser le corps afin que le professionnalisme soit visible dans la réalisation des ouvrages, tant du point de vue études que du point de vue suivi et contrôle des travaux. Est-ce que c'est le même constat? Les compétences sont là, compétences nationales, mais qui sont abandonnées? On le considère tout d'abord que le gouvernement investit au niveau de la formation à l'intérieur comme à l'extérieur. D'abord, au niveau de l'intérieur, ça a un certain niveau moyen. Pour nous, au niveau des architectes, on a l'Institut au niveau supérieur des techniciens des arts et métiers de built-in qui forment au niveau des licences. On a des écoles privées qui forment aussi des assistants architectes. Et les écoles d'architecture, entre guillemets, où l'État envoie et participe, c'est l'école africaine des métiers d'architecture et d'urbanisme de Lomé qui a 14 pays. Il y a aussi des privés que les parents les envoient à l'extérieur pour revenir. L'idée derrière, en revenant, comme le confrère des ingénieurs y parlait, c'est qu'il y a un agrément au niveau de notre métier et également il y a un serment. La volonté, c'est qu'il n'y a pas cette pratique encore avec notre métier. Mais pour faire bouger les lignes au niveau du pays, il faut qu'au niveau de plus hautes autorités, nous amène en termes de vision très haut. Oui. Il faut que le Tchad, dans 5-10 ans, il ne faut pas que on reste dans le Tchad dont nous voulons. Nous voulons comment. C'est le comment là qui va changer. En dormant, en se levant, c'est le Tchad que nous voulons. Mais en voyant un peu très haut, que toutes nos toitures seront des futurs panneaux solaires, on aura un certain niveau de pourcentage. Comment réduire la température de 5 degrés? Comment avoir une végétation? Prenons l'exemple de Charles de Gaulle. Du rond-point de TDB jusqu'au Trésor, il y a cela 50 ans, il y a cela 30 ans. Vous vous promenez sur 3 km, marche à pied ou bien en galerie commerciale de 2 mètres qui est respectée en termes de règlement d'urbanisme. Oui. Il y a une végétation, on ne plante pas n'importe quelle espèce végétale. Donc, une espèce ombragée qui permet à ce que le piéton est protégé. Donc, actuellement, quand vous voyez de nouvelles constructions qui ne respectent pas les normes, et la mairie regarde, le permis de construire n'est plus imposable à tout le monde, même si c'est un permis on donne, on doit respecter ne serait-ce que cette image de Charles de Gaulle. Quand vous dites à une personne en plein centre-ville, venez me retrouver dans tel endroit, centre-ville, ça nous donne une identité. Donc cette identité, il faut qu'on la protège par son historique. Donc le fait que de dire les architectes sont sous-utilisés ou les ingénieurs, c'est une réalité. Mais maintenant, il faut cette fierté nationale comme on voit dans d'autres pays. Cette fierté nationale, ça commence par où? Parce que nous mangeons, on doit les produire localement. Nos habillements en grand nombre doivent être ici vraiment des couturiers locaux et on sera très fiers. La conception architecturale venant de nos inspirations locales avec des matériaux qui s'adaptent, avec des architectes fiers localement, quand il y a un certain montant, il ne faut pas qu'on voit directement, il faut des étrangers. Finalement, l'argent est renvoyé ailleurs. Personne n'investit ici. Tout ce que nous, on gagne, on investit au Tchad. On n'a pas un deuxième pays. Donc, le fait de côtoyer au plus haut niveau les autorités, vraiment cette sensibilisation, et ils le savent, et nous aussi, à notre niveau, qu'on doit défendre notre métier au plus haut niveau, au plus haut flambeau. Donc, on est là, c'est pour les applications des textes. Pour l'ordre des architectes, on est en train de revoir relecture des textes, on est en plein là-dedans. On est en train de faire aussi une démarche actuellement pour la loi sur l'architecture, parce qu'une loi sur l'architecture, ça protégera assez de nombre, parce qu'actuellement, imaginez-vous, vous faites un bâtiment, en N'Djamena, c'est selon vos moyens. Vous avez tous au rez-de-chaussée, mais vous construisez là où votre argent s'arrête. Ailleurs, ce n'est pas ça, c'est le règlement d'urbanisme. On ne construit pas n'importe comment. Et combien de gens maintenant sont en conflit? Tu ouvres des fenêtres, ils t'accusent que tu regardes ses voisins avec tout ce qui se passe. Donc maintenant, il faut le règlement d'urbanisme pour dire qu'on n'ouvre pas comment. Et à partir de là, je pense qu'à mon avis,
Utilisons des bons médecins, parce que comme vous savez, dans tout métier, hein, on a des médecins et des médecins. On a des architectes et des architectes. On a des ingénieurs et des ingénieurs. Il y a des gens qui aiment l'argent du métier et non le métier. Mais on demande encore toujours, raison de plus, à nos décideurs, aux plus hautes autorités, que travailler avec des professionnels, c'est faire grandir le pays et rendre N'Djamena, parce qu'attendons-nous, hein, on parle de 2-3 millions. Imaginez-vous seulement la circulation quand vous finissez le travail et vous voudrez rentrer. Multiplié fois 5 ans. Les véhicules seront multipliés fois 3. Comment on va faire? Et comme vous savez, en grand nombre, les gens s'énervent en pleine circulation. Donc chacun va s'entraîner au taekwondo et au boxing pour se préparer. C'est le cas. Bref, donc quand pour il y a dire des bouchons, il faut s'attendre à tout. Nous, les architectes, on a pensé autrement. Prenons l'exemple du fleuve. On l'a utilisé comme la navette fluviale. On commence au niveau des Farches à Majorio, au niveau de l'abattoir, et on finit à Bakara avec 12 stations. Ça prendra 30 000 personnes. Un petit bateau prendra 300 personnes. À la fois, on fait du tourisme, à la fois, on fait du transport écologique, et à la fois, on rend la ville agréable. Vous faites un mariage. Comment faire? Est-ce qu'il faut curer Oui, bien sûr, on va draguer le fleuve. Et on a également pensé tout ça. On a présenté pour qu'ils puissent avoir sur un partenariat public-privé. Si ces pays, on ne les rêve pas, qui va rêver à notre place? On est censé rêver grand pour ces pays. Mais au niveau de nos décideurs, c'est eux de nous tirer, parce qu'ils sont à la tête du wagon, qui est le Tchad, de nous tirer le maximum en termes de dream. Comme vous savez, aux États-Unis, le mot dream, là, c'est le rêve. I have a dream. J'ai un rêve. Il nous faut un grand rêve pour ces pays. Et je pense que vous allez voir les potentialités des Tchadiens pour qu'ils viennent. Parce que cette année, un bon nombre de jeunes sont allés à l'extérieur, en grand nombre, pour te dire, quand tu reviens, ils te disent, je ne sais pas. Parce que ça fait peur. Monsieur Boriata, Roger, tout à l'heure, le président Senossi vient de relever que certaines constructions sont faites en N'Djamena sans permis de bâtir ce document qui est délivré par la mairie. Alors, quelles conséquences le fait que ce document ne soit pas délivré peut avoir sur la construction dans nos grands centres? Pourtant, les bâtiments sont construits, les étages sont là et qui n'ont pas de papier. Est-ce que ça a des conséquences? C'est une conséquence terrible. Alors, vous voyez, entre-temps, les textes, les permis de construire et tout ça existent. Le président Senossi venait de dire tout à l'heure, il faut une révision des textes. Et l'ordre des architectes est en train de faire ce travail-là. Il nous faut la loi sur l'architecture. Ce n'est pas seulement la révision, mais il faut une loi sur l'architecture, sans quoi on ne peut pas évoluer. Il y a une loi sur la construction et le décret créant l'ordre des ingénieurs s'appuie sur la loi, je ne sais pas, c'est la loi 004, ouais, qui crée donc, dont on a tiré le décret créant l'ordre des ingénieurs. Par contre, quand on prend maintenant les architectes, c'est la loi 006 qui mettant en place la loi sur l'urbanisme. Quelque part, il y a quelque chose qui cloche pas bien là. Oui. Il faut une loi sur l'architecture. Et l'ordre des architectes doit émaner de la loi sur l'architecture. Et l'architecture, c'est une synthèse. Donc l'ordre des architectes doit s'appuyer sur 3 lois. En fait, la loi, il utilise la loi sur la construction parce qu'il partage certaines choses avec les ingénieurs. Il va utiliser également la loi sur l'urbanisme parce qu'il partage certaines choses avec l'urbanisme puisque son application, c'est sur l'urbain aussi. Et enfin, une loi spécifique sur l'architecture qui met le doigt sur le patrimoine. Parce que là, on parle très peu du patrimoine, la protection du patrimoine architectural traditionnel. Qui pourra faire l'objet de débats. Oui, et c'est très important. Un thème spécifique. Tout à l'heure, quand il parle de Charles de Gaulle, il parle déjà du patrimoine urbain. Il y a le patrimoine urbain, le patrimoine architectural traditionnel comme moderne. Et donc, la nouvelle loi sur l'architecture aujourd'hui en France prend en compte le patrimoine et prend en compte ce qu'on appelle la loi sur la création. Donc l'art doit entrer aussi en compte parce que nous sommes en train d'oublier nos artistes. Une ville sans art, c'est une ville sans âme. Ouais. Où sont les artistes dans l'élaboration de l'urbain? Donc il n'y a pas seulement que le permis de construire. Dans un pays que je citerai, je parlais tout à l'heure du Bénin,
en me promenant à Cotonou, j'ai vu le permis de démolir numéro tant. Donc, dans les nouveaux textes, il doit avoir également le permis de démolir. Parce que l'État doit regarder, doit savoir qu'est-ce que tu veux démolir. Même si tu dis que oui, da halali, oui, c'est pour moi. Pourquoi l'État? Non. Ce que tu as fait là, ça devient public. Oui. Tu veux casser ton WC, l'État doit regarder et tu dois payer quelque chose à l'État. Parce qu'il se pourrait qu'en démolissant là, tu fasses du tort à votre voisin, à l'espace public. Donc, tu dois aller payer. Et ça, c'est une source également d'entrée pour les communes. Regardez tout ce que nous démolissons là. Si chacun devrait aller payer 1000 francs, ben, c'est une contribution indirecte. Oui. Mais justement, donc, pourquoi, alors moi, la question que je pose, pourquoi malgré qu'il n'y a pas permis de bâtir ou de construction, vous les techniciens, vous acceptez quand même d'accompagner les travaux? Mais c'est que, en fait, vous voyez, c'est la Banque mondiale a mis sur pied quelque chose. Chez Senussi, c'est vous-même qui m'avez appelé ce jour-là et qu'on est arrivé en catastrophe. Au dernier moment, parce que ce n'est pas la première fois qu'il est président lors de son premier mandat. Et nous sommes venus, au dernier moment, on était appelés, et on a participé à cet atelier. Aujourd'hui, où est le résultat? Zéro. Le ministère en charge lui-même navigue, c'est-à-dire qu'il ne suit même pas les projets que les partenaires proposent. Les textes aujourd'hui sont caducs. La Banque mondiale est venue avec ses techniciens, c'est-à-dire qu'il faut rénover même le permis de construire un système simple. Il faudrait peut-être imaginer un guichet unique, simple. Parce que la procédure actuelle avec la mairie et tout ça, là, c'est cacophonique, c'est dépassé. Unique, voilà, c'est dépassé. Des créations d'entreprises. Voilà, nous allons évoluer. Il y a également dans nos provinces, nous ne restons pas à N'Djamena, des châteaux d'eau qui devaient profiter à la population, qui ont été construits, malheureusement, qui ne sont jamais utilisés, qui ne sont pas utilisés parce qu'aucune goutte d'eau ne tombe dans cette ville-là. Est-ce que ce sont les mêmes problèmes, M. Zunti? Disons que pour ces ouvrages hydrauliques, ça fait partie des ouvrages hydrauliques, quelquefois c'est des trucs qu'il n'y a même pas des études. C'est toujours le même problème d'études. On fait des travaux au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Et vous, on se rend compte que... Il y a des erreurs, il faut rectifier les uns des autres. Ça, c'est un volet. L'autre volet est que lorsque les ouvrages finissent, il arrive que les autorités locales n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités. Ils se jettent les responsabilités. C'est à vous de gérer. Non, c'est à vous de gérer. Bon, je vous donne l'exemple de l'Éré. Chez vous là-bas, chez nous là-bas, je sais que peut-être la question est liée à ça. Aujourd'hui, on répare l'Éré, je donnerai l'eau à la ville de l'Éré. Je le dis haut et fort. Ce n'est pas seulement le cas de l'Éré. Quand vous partez, non, parce que vous m'avez posé la question. Parce Béché, à Mondou, il y a certains châteaux d'eau qui ne fonctionnent pratiquement pas. Et pourtant, c'est des ouvrages nouveaux. Oui, je vais revenir sur un mot clé. En quelques mots, puisque oui, en quelques mots, oui. C'est une question toujours de planification. Je veux construire un château d'eau, il faut planifier ce château. Qui va concevoir, qui va construire, qui va contrôler, qui va gérer. Oui, voilà. Donc il y a un manque dans la chaîne. Toujours, on revient au mot qu'il a lancé, la planification. Donc il faut programmer la programmation, la gestion de l'ouvrage, surtout en ce qui concerne l'ouvrage hydraulique. Ça demande un entretien. Et il faut que ça soit à travers le temps. Et nous avons des écoles à nous partager. C'est-à-dire l'expérience, par exemple, de ce qui s'est fait à Koumra peut être utile à ce qui se passe à Gosbeida, à ce qui se passe à Oumadjer, etc. Mais là aussi, il y a un vide. C'est-à-dire que, comme nous ne planifions rien, il n'y a pas une entité qui va dire que je vais capitaliser ce qui s'est fait ici, pour faire un modèle et que tout le monde vienne puiser dans ce modèle-là pour travailler. Michel Senussi, en quelques mots, quelle solution pour que les travaux qu'on exécute aient une durée assez acceptable? Je pense, à mon avis, que pour que la population, au fond du dernier village, quand on fait un ouvrage, il faut que ça puisse rester le plus longtemps possible. Ceux qui nous ont dévancés, ils nous ont montré la voie. C'est le sérieux dans tout ce qu'on fait. Les choix au niveau de l'exécutant et aussi aller vers l'innovation. Partout ailleurs, il n'y a plus les châteaux en hauteur. Ça, c'est du passé. Il y a à peine une semaine, j'ai dû visiter 3000 mètres cubes d'eau
qui vient en métal préfabriqué et il y a une bâche à l'intérieur et tout est fermé et avec des petites unités, on peut l'envoyer jusqu'à 5 km. Donc, en termes de réduction de coûts, c'est énorme. En termes de temps, on gagne énormément. Le plus important dans toutes nos villes, avant de penser au château, on n'a pas besoin du château. On a besoin d'un réservoir d'eau. Et comment faire parvenir l'eau d'un point A à un point B? Mais c'est d'avoir l'eau d'abord, la disponibilité d'eau. Parce que comme vous savez, parfois on anticipe pour faire un château d'eau, une adduction ou un élément avant l'eau. Et c'est ça qui perturbe. Si l'eau est là, l'ensemble serait vraiment plus facile, à mon avis. Parce qu'on est aussi dans l'irrigation, dans l'aménagement et tout. Et pour que ça puisse durer le plus longtemps possible, pour nous, il faut que le choix de l'exécutant, de la mise en œuvre, soit vraiment le plus important et laisser le temps aux études. Pour boucler donc le débat des solutions durables, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des routes. Vous avez également des solutions durables, des solutions pour que les ouvrages puissent résister longtemps. Oui. Certaines routes qui ne sont pas encore réceptionnées ont des crevasses partout. Là également, ça fait partie de... Je reviens encore sur le problème de planification. Oui, en quelques mots, parce que... D'accord, la planification, on en a assez parlé. Oui. On attribue des travaux, on met plusieurs travaux à la fois. Ou certains ouvrages, on fait les études au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Mais là, le géotechnicien qui doit étudier le sol n'a pas le temps de beaucoup réfléchir pour donner le bon résultat. L'étude de trafic, est-ce que c'est pris en compte? C'est-à-dire les véhicules qui passent, est-ce qu'ils ont compté? Parce qu'on compte. Tout ça, ça fait partie du trafic. Les caractéristiques des matériaux qu'il faut mettre en place, est-ce que c'est bien choisi? Vous voyez, tous ces paramètres-là, il y a aussi le climat, l'étude environnementale. Tous ces éléments-là, ça nécessite au moins 8 mois d'études. Mais on vous donne les travaux, il faut le faire au fur et à mesure. C'est un peu difficile. Et puis là aussi, n'oublions pas le volet finance. Parce qu'on ne peut pas payer tous ces travaux-là au même moment. Ce qui fait que quand l'entrepreneur, ses décomptes ne sont pas payés, il est obligé d'arrêter les travaux. Voilà, on nous fait signe déjà que le temps nous réservé est déjà épuisé. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre ce débat portant sur le thème « Quelles solutions durables pour nos ouvrages ?» Nous avons reçu des éminentes personnalités du domaine. À ma gauche, M. Roger Boriata Djassengar, il est architecte urbaniste. Merci d'avoir accepté de venir participer à cette émission. Merci beaucoup. Et juste à côté de lui, il y a M. Senoussi Amat Senoussi, il est le président de l'Ordre national des architectes. Merci également de venir participer à ce débat. Et à ma droite, M. Zumki Ouzane, président de l'Ordre national des ingénieurs civils. Merci d'avoir accepté de venir participer à cette émission. Merci beaucoup. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous aurons encore d'autres opportunités de revenir sur d'autres sujets pour éclairer la lanterne, éclairer nos téléspectateurs et également l'opinion publique par rapport à certaines situations auxquelles font face nos ouvrages. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre également au niveau de l'ONAMA Live sur les réseaux sociaux.